sur invitation de l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, acteurs et intervenants de la filière piscicole se sont rencontrés à Matadi le 27 et le 28 juin 2022 sous l'œil vigilant du ministère de l'Agriculture, Développement rural, Pêche et Élevage, représenté par les directeurs de cabinet. Il s'est agi de l'atelier de recadrage du programme d'appui au développement d'une filière piscicole performante et inclusive dans la province du Congo central. Après la cérémonie du lancement officiel de l'activité par les directeurs de cabinet de Madame Pauline Viboudoulou, l'assistant programme de l'APF Pascal Kazuenga a circonscrit l'activité du jour et donné les motivations de la tenue de l'atelier. Ce programme poursuit comme objectif spécifique améliorer la production et les revenus des producteurs piscicoles et autres acteurs de la filière poisson de la province du Congo central, en particulier des femmes et des jeunes. Ainsi, pour permettre à tous les partenaires de partager l'approche et la stratégie d'intervention de ce programme, l'organisation d'un atelier de recadrage à l'attention de tous les partenaires a été proposée. C'est ça le contexte de cet atelier. En termes d'objectifs, le premier est celui de partager l'approche et la stratégie d'intervention de ce PPA, de rencontrer les avis des partenaires pour améliorer la présentation du cadre logique de ces PPA, d'analyser et d'intégrer les recommandations formulées par l'évaluation finale du PPA 2017-2021, parce que l'expert l'a dit tout à l'heure, que c'est une suite logique du PPA 2017-2021, qui, ce même PPA a été une suite logique aussi du PPA 2014-2016. De marquer le démarrage effectif des activités de PPA sur terrain et de préparer la tenue du comité de pilotage de démarrage qui pourra se tenir à Kinshasa. Objet de l'atelier, présentation de la convention de partenariat signée entre l'APF et le secrétariat général à la pêche et l'élevage, présentation du document technique et financier du PPA 2022-2026, échange sur le cadre logique, les activités, les calendriers des activités à réaliser et les budgets. Les résultats attendus de cet atelier sont deux. Le PPA a été présenté aux partenaires et l'atelier de recadrage a été organisé. Les dates sont connues, nous commençons aujourd'hui pour terminer demain. Parmi les participants, il y a APF bien sûr, il y a le gouvernorat de province, l'inspection provinciale, l'université de Kinshasa au travers de la faculté des zootechnies, de médecine vétérinaire et de sciences agronomiques, du département des zootechnies, la CNFE, la Commission nationale de femmes d'entrepreneurs du Congo, la FOPACO, le ministère provincial de la pêche et l'élevage, Caritas et OSS FRAN. Parmi les livrables, nous aurons un rapport final qui sera rédigé à l'issue de cet atelier. Les participants étant fixés sur les objectifs poursuivis par l'atelier et ce qu'APF attend d'eux, l'assistant technique adjoint de l'APF, l'ingénieur Fils Mvutu, a exposé les grandes lignes du PPA 2022-2026 dans la province du Congo central. Mais auparavant, l'ingénieur Fils Mvutu s'est penché sur la théorie du changement que l'APF a prise en compte dans l'élaboration du présent programme. Normalement, une théorie du changement est répartie en trois sphères. La première sphère, c'est la sphère de contrôle. La sphère de contrôle nous donne une idée sur les ressources plus ou moins humaines que nous allons utiliser. Il nous donne une idée sur les activités à réaliser et puis il nous donne une idée sur les réalisations. Après cela, nous avons la deuxième sphère qui est la sphère d'influence. C'est là où nous trouvons les partenaires, les personnes physiques ou morales qui interviennent directement dans la réalisation du programme. Et donc là, nous avons les acteurs, nous avons les résultats et nous avons l'objectif spécifique. Et à la fin, nous avons notre sphère d'intérêt. C'est là au moins que nous allons parler de l'impact sur le terrain. Donc tout ce que nous allons faire, qu'est-ce que ça va apporter sur le terrain.
Il a poursuivi par la présentation des activités que réalisera sur le terrain l'APF dans le cadre du programme d'appui au développement d'une filière piscicole performante et inclusive dans la province du Congo central. La première activité qui est prévue ici, il s'agit des formations. Donc nous allons organiser des formations durant notre projet. Alors la première formation que nous citons ici, il s'agit d'une formation sur l'alphabétisation financière, digitale et fonctionnelle. Ça, avec nos partenaires, nous savons ce que nous allons faire. Et nous allons organiser aussi une formation en compétences des techniques de production, de transformation, de stockage et puis de commercialisation, sans oublier les formations sur les comportements. Nous allons organiser des formations sur l'entrepreneuriat. Et enfin, nous allons organiser aussi des formations sur les bonnes pratiques d'hygiène et de production. Ça, c'est la première grande activité qui concerne les formations. La deuxième grande activité, il s'agit de la sensibilisation et de la vulgarisation. Là-dedans, nous allons parler des rôles de la femme dans la pisciculture. Nous allons parler du travail décent que nous allons vulgariser sur le terrain. Nous allons parler aussi des protections de l'environnement. Nous allons travailler sur le regroupement des pisciculteurs et des entrepreneurs pour obtenir en fait de compte un cluster poisson et puis un cadre de concertation publique. Les partenaires de l'APF participant à cet atelier de Matadi ont eu l'occasion d'exposer ce qu'ils comptent amener comme contribution pour la réussite de ces programmes autrement appelés Mbiziaku. C'est le cas de la Commission nationale des femmes entrepreneurs du Congo, CNF en sigle, membre de la Fédération des entreprises du Congo, qui a exposé ce qu'elle fera aux côtés de l'APF dans le cadre de ces programmes. La CNF était représentée à ces assises par Gratitude Tonda. L'APF de donner des formations sur l'entrepreneuriat en fait. Alors comme méthodologie, nous avons eu à sélectionner différents modules qui peuvent au fait bien contribuer à l'avancement du projet et au niveau du bénéficiaire. Alors par rapport au module que nous avons pu prévoir, nous avons prévu le module création d'entreprise parce qu'on s'est dit bon, il faut que le pisciculteur qui veut bien se lancer dans l'entrepreneuriat doit savoir par où il doit commencer. Nous avons eu à prévoir le module sur études de marché. Nous avons eu à prévoir aussi les modules sur comment élaborer le business plan. Donc, et puis, on a prévu aussi un module sur l'éducation financière, parce que c'est très capital. Et nous avons prévu aussi un autre module sur calcul de coûts et fixation de prix. Le monde scientifique interviendra également dans ces programmes par l'Université de Kinshasa qui a délégué deux de ses éminents professeurs, à l'occurrence le professeur Léopold Mulumba Mfumu, ancien secrétaire général du ministère de l'Agriculture et membre du département de la médecine vétérinaire, et le professeur Alexandre Tonantona, expert en zootechnie. Le premier, c'est-à-dire le professeur Léopold Mulumba Mfumu, a exposé sur une maladie des poissons dont les symptômes principaux est la présence des plaies sur la chair du poisson. C'est une maladie d'eau douce caractérisée par des lésions ulcératives cutanées après perte d'écailles dans les parties touchées, suivies de taches blanches. Après, ces taches se transforment en érosion cutanée. Les érosions évoluent pour donner les ulcères que vous avez vus. Et la maladie est à notification obligatoire. Ici, chez nous, nous l'avons déjà notifié, selon les principes de l'Organisation mondiale de la santé animale, et sont réceptifs les poissons d'eau douce. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, nous avons eu des poissons dans l'eau Bangui, et même déjà dans certains lacs. Vous avez les rivières, les étangs, et l'eau là, les animaux sensibles, réceptifs, qu'on a inventoriés, ça fait pratiquement plusieurs espèces. Il y a maintenant aujourd'hui 100 espèces. Or qu'au départ, on avait considéré que c'était une maladie du tilapia. Mais avec une forte prédilection pour les tilapia et les poissons chasse, c'est-à-dire le cellulidés. L'agent causal, c'est un champignon. Aphanomyces invadans.
Il y a un deuxième qu'on a trouvé, Aphanomyces piscicida. C'est le nouveau qu'on a encore isolé au Japon. C'est un champignon qui colonise les eaux douces. Alors, ces signes cliniques sont ces isolation, comme vous l'avez déjà vu. Les lésions microscopiques sont déclarées lésions granulomateuses. Ça, c'est pour les microscopes chez nous. Ils sont en jauge. Et la distribution géographique, le Japon a été le premier à déclarer, l'Australie, l'Asie du Pacifique, la Corée, c'est le berceau du foyer. Et il y a eu encore après donc les États-Unis, le Canada. Et ici en Afrique, ça a commencé par la Zambie. Après la Zambie, c'était le Zimbabwe, le Botswana, je n'ai pas mis ça selon l'ordre. Et après, récemment, c'est l'Afrique du Sud. Et nous-mêmes. Les facteurs de risque, c'est ce qui vous intéresse le plus. Il faut ouvrir les oreilles. C'est la baisse, c'est lié aux aléas climatiques. Baisse et montée du niveau d'eau due aux précipitations abondantes. Baisse des températures de l'eau. Le pH acide, ça ce sont les analyses, les résultats que nous avons trouvés. Et l'importation des alevins, nous avons parlé tout à l'heure des alevins, il faudrait savoir ça. Et les alevins et l'aliment des poissons. L'aliment du poisson, il faut savoir maintenant, c'est ça, nous avons parlé, la maman vous a parlé ce matin de la chaîne des valeurs. Ça va de la capture jusqu'à la transformation aux sacs qui sont vendus dans les magasins. Si vous n'avez pas surveillé bien, veillé sur le poisson, c'est déjà l'une des raisons d'être pour nous, les universités dans ça, c'est déjà former les pêcheurs pour une bonne pratique et en biosécurité. C'est-à-dire éviter tout ce qu'il y a comme facteur de risque pour provoquer les maladies, non seulement pour les poissons, mais aussi pour nous-mêmes, les consommateurs. Donc ça va, vous avez déjà à la capture, à la conservation, lors de capture, la conservation pendant le transport, et maintenant, après ça, comment maintenant c'est fait la poudre? Vous devez le sécher, le poisson. Si les mal séchés, les spores vont rester dans la chair, et ça va, c'est recommandé. Et après, si vous avez passé cette étape-là, au niveau de la conservation, si vous n'avez pas bien observé, vous allez conserver toujours les champignons. Et au moment maintenant de la mise en sac, assurez-vous que la farine, parce que la farine de poisson, quand on nous l'envoie, ce n'est pas pour qu'on le donne au poisson. La farine de poisson est utilisée dans la porcherie. Les porcs mangent bien la farine de poisson, c'est donné pour maximiser. Et il faut éviter quand même que tout cela, ça nous amène des spores. Son collègue, le professeur Alexandre Ntona s'est penché sur l'innovation que l'APF apporte dans ses programmes. L'alimentation du poisson par les larves de la mouche soldat noir qu'il a brièvement présenté. La mouche soldat noir est un diptère comme la mouche domestique. Elle n'est pas reconnue comme un parasite parce que l'adulte n'est pas attiré par les habitats humains ou les aliments. Elle n'est pas considérée comme un vecteur de maladies ou de nuisances pour l'homme. Et à son cycle de reproduction en partant de l'adulte qui s'accouple et puis vous avez des œufs et donc le total du cycle ça prend 41 à 53 jours. Elle est la grande championne de la consommation des matières organiques de toutes sortes. La larve peut consommer jusqu'à 300 mg de matière organique par jour. Elle peut grandir 10 000 fois en 10 jours. Elle est très riche en protéines, donc nous avons donné 350 à 570 kg par gramme par kilogramme, donc en fait ça donne en pourcent donc 35 à 57% des protéines et les matières grasses, donc les lipides, c'est 15 à 35%. Une source de protéines alternatives en alimentation animale à la place de la farine de poisson et du toutou de soya. Une source de revenus pour beaucoup d'entreprises dans le monde. Voilà pourquoi nous avons visualisé la vidéo qui nous vient de l'Indonésie. Son exploitation crée des emplois tout en assainissant le milieu. Faciliter l'installation de la ferme pilote d'élevage de la mouche soldat noire. Assurer la formation sur la production, la transformation et la valorisation des larves de la mouche soldat noire.
faciliter l'installation de ces élevages de la mouche soldat noire, accompagner les entrepreneurs dans la production de l'arbre de la mouche soldat noire. Donc ici, il s'agit de produire la larve et aussi il y a la transformation et puis la conservation. Lorsque vous transformez, vous devez aussi conserver parce que la farine doit être utilisée dans l'alimentation animale. Le chef de division provinciale de pêche et élevage, le docteur Panzumbumba, a fustigé la méthode très utilisée au Congo central dans la conservation du poisson, le fumage de celui-ci. Quand on fume le poisson, on a constaté qu'il noircit. Donc il contient à ce moment-là beaucoup de carbone. Il y a des méthodes qu'on vient de mettre à point où il n'y a pas cette carbonisation, mais le poisson peut garder sa qualité pendant 6 mois. Voilà. Donc, je pense que dans les prochains jours, on fera un tour à Moindre pour aller voir, peut-être l'associer. Et vous allez voir la qualité des poissons, parce que ce qu'on vend au marché actuellement, ce n'est pas bon. Le poisson est fumé, et disons, est carbonisé. Au point de vue norme d'exportation, on ne peut pas exporter un tel poisson. Au cours des débats, quelques préoccupations ont été soulevées à l'occurrence par un des participants, Guilain Landou Kisengele, président du conseil d'administration de la force paysanne du Congo central, FOPACO en sigle, partenaire de la PFI dans ce projet. Les 20% là vont produire les 80%, ils vont produire quelle richesse dans les ratios? Ça a été projeté à combien de pourcents la production des richesses auprès des paysans et pour que l'État puisse récupérer ses capitaux et réinvestir encore. Je crois que c'est le grand problème avec les programmes internationaux. C'est ça le problème. Je sais qu'il y a beaucoup de critères, tout ça, et l'histoire. Est-ce qu'on résout réellement les problèmes? Parce que si nous prenons seulement par rapport aux résultats, aux bénéfices que ces programmes, au regard, au prorata de l'investissement qu'on est tenté d'apporter, alors, qui sont les vrais bénéficiaires de ces programmes? Ce sont les producteurs agricoles, ou ce sont les administratifs, ou ce sont les intelligents? C'est ça où le problème se pose. L'attaché financier de l'APF s'est chargé de rassurer le président du conseil d'administration de la FEPACO. C'est vrai, on ne peut pas d'emblée dire que normalement l'investissement doit avoir tel pourcentage. Parce que nous avons les éminents professeurs qui sont là, qui savent bien que ça dépend de ce que vous voulez faire. Imaginez par exemple une entreprise de télécommunication investit beaucoup en équipement. Alors, mais c'est très différent effectivement d'un parent qui investit, qui paye les minérales pour ses enfants. En d'autres termes, c'est le vécu quotidien quand vous payez les minérales pour votre enfant, alors qu'en réalité c'est un investissement. C'est un investissement qui est même plus que la voiture que vous voulez acheter. Parce que c'est un investissement à long terme. Je pense que nous allons entrer en détail et que nous allons voir qu'est-ce qu'entre en investissement. C'est des choses qui sont faites de façon réfléchie. Et vous verrez bien ce qui entre la ligne des comptes pour voir comment... Parce que vous savez que même au niveau de la vie même du programme, il y a ce qu'on appelle aménagement. Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut arriver que vous avez prévu ça, telle dépense dans telle rubrique, et que vous trouvez que l'autre rubrique semble être plus importante que celle-là, et vous faites des aménagements budgétaires. Tout ça, ça existe. Mais je pense que notre souhait ici, c'est de partir d'abord sur de bonnes bases et faire des aménagements à titre exceptionnel. Au deuxième jour de la tenue de cet atelier, la FEPACO, par le canal de son secrétaire exécutif Thomas Yobila, a pris la parole pour expliquer aux participants dans quelle mesure sa structure compte intervenir dans ce vaste programme de la PFI. La vision actuelle et entrepreneuriale, nous avons opté d'encadrer les coopératives pour qu'ils soient structurés en sociétés coopératives. Société coopérative, simple, conseil d'administration. Nous avons vu que les sociétés avec conseil d'administration, par rapport à la loi, exigent beaucoup d'acteurs pour faire légaliser les documents. Donc c'est plus les sociétés coopératives 5 qui seront plus promis, parce qu'à partir de 7 personnes, au moins, on peut déjà réunir le nombre qu'il faut pour légaliser les documents.
Nous allons commencer par l'identification des acteurs piscicoles, des acteurs individuels ou bien associatifs dans la zone des projets. Donc la FOPACO va faire l'identification de tous ces acteurs et à partir de la liste, nous allons maintenant procéder à la sélection des acteurs qui seront les bénéficiaires du projet parce qu'on ne saura pas accompagner tout le monde. En sa qualité de participant, l'attaché administratif de l'APF, Paul Nsuele, a donné aussi son avis sur le programme. Puis est arrivé le moment de contribuer efficacement à l'enrichissement du programme par les participants de l'atelier. Pour ce faire, des commissions ont été constituées, entre autres la commission budget, la commission cadre logique, la commission calendrier des activités. Après leurs travaux en carrefour, ces commissions ont présenté leurs amendements à l'assistance. C'est le cas de la commission budget présidée par le professeur Léopold Moulumban Foumou. Votre commission a préféré guider la prudence de la dite équipe en suggérant quelques pistes clés lors des retouches qu'elle devra effectuer en termes de redimensionnement, et cela comme suite. Premièrement, les principes de base de priorisation et hiérarchisation. Deuxièmement, un projet de feuille de route axé sur les étapes de la production et l'implantation, tout en état prêt par rapport aux audits. Et 3, finissage et finalisation. Le point 4, c'est le rappel sur les risques et dangers pouvant impacter négativement sur les budgets alloués au programme de façon à le mettre en difficulté. Ici, c'est en termes de prévention et mitigation. Alors, le premier point, des principes de base de priorisation et hiérarchisation des postes du budget. Nous avons parlé de l'impact positif direct sur la résorption du budget, c'est-à-dire l'investissement qui est le poste très utile et coûteux, etc. Le point B, le poids du poste par rapport à la production, à la transformation, la performance et la durabilité de la transmission des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être et savoir devenir. Ici, des séminaires de formation, des formateurs sur terrain et dans les salles, les équipements et matériels y afférents, l'aménagement et entretien des étangs, le désenclavement, énergie renouvelable, solaire, éolienne et géothermique, les biogaz, etc. L'assistance a convenu de constituer un groupe restreint qui aura pour tâche d'élaborer les documents finaux contenant les amendements apportés par l'atelier de recadrage du PPA 2022-2023 au texte initial rédigé par l'APFI. Par ces programmes, l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger compte contribuer efficacement et de manière pérenne à la réduction de la pauvreté au Congo central en transformant la pisciculture orientée vers l'autoconsommation en une pisciculture business. Par l'APF, les Congolais moyens pourront manger bio car l'APF va installer des points de vente dans toutes les grandes agglomérations du Congo central qui pourvoiront la population en poissons produits par les associations de pisciculteurs que l'APF encadre.
Les acteurs majeurs de ces programmes, c'est les coopératives agricoles.